de cinéastes et de cinéastes indépendants qui justement essayent de promouvoir le cinéma. Et donc, il y a un véritable réseau de solidarité qui se crée entre les cinéastes pour justement soutenir des films. Et donc, parfois, enfin, chaque année, il y a des films qui sont choisis par un comité de programmation qui vont être soutenus à Cannes, parce que c'est une section parallèle de Cannes, dont le film de Guillaume Braque l'année dernière. Et donc Julien, par exemple, était un membre de ce comité-là. Et après, il va accompagner le film lors de sa sortie, puisque on travaille pas que sur Cannes, mais aussi sur des actions à l'année. Donc, lors des sorties en salle, on essaye de faire vivre le film dans toute la France et après via des séances. Et on a également aussi un programme de jeunes ambassadeurs et jeunes ambassadrices euh, qui concerne aussi les 15-25 ans, où effectivement, on propose à des jeunes de justement pouvoir voir des films de l'acide, et pour ceux qui ont des coups de cœur, parfois d'organiser des séances dans les salles de cinéma près de chez eux et de modérer justement les débats avec les équipes de films. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur toute la présentation de l'acide parce qu'on fait beaucoup de choses. Je vais laisser la parole à Guillaume et Julien, mais c'était pour vous donner un petit peu une idée, c'est que vraiment la CID, c'est important pour nous de promouvoir les cinéastes et leur travail et le cinéma indépendant. Merci Claire. Je vous laisse également la parole. Bonne rencontre. Et puis pour l'information de tous, cette rencontre est enregistrée afin que vous puissiez la visionner sur notre chaîne YouTube. Bonne rencontre, à tout à l'heure. Alors, moi, juste une petite question. Je me demandais, on verra jamais les visages des étudiants, c'est ça? Ils seront cachés? Ouais, je pense Euh, que c'est pour des questions de flux et de fluidité Ah, d'accord. stream, Vous ouais. pourrez les voir quand les étudiants qui vont lever la main, on leur demandera d'ouvrir leur caméra et Ah, leur ouais, ouais. micro pour qu'ils puissent vous poser la question. C'est une très bonne idée. Ouais. Et puis par ailleurs, là, du coup, je vois qu'il y a un fil chat aussi où je commence à lire des choses. Et donc, mais ça, c'est les questions auxquelles je vais répondre ou c'est autre chose? C'est ça, c'est des C'est questions. Julien qui va animer la rencontre. Donc, D'accord. Guillaume, vous n'avez qu'à répondre aux questions. Ok. Ouais, parce que, en fait, répondre aux questions plus lire le chat, ça va être compliqué pour toi. Du D'accord. coup, je vais le faire pour toi. Du coup, je commence directement. Donc, En fait, il y a déjà plein de questions, donc je suis désolé hein, s'il y en a qui sautent. je Mais pour referme l'instant, le chat. les questions, elles tournent beaucoup autour de ton rapport avec les personnes que tu as filmées. Il y a des questions sur comment tu les as castées, choisies, rencontrées, et puis aussi pas mal aussi de questions sur ensuite, comment est-ce que quel lien tu as créé avec eux. En fait, c'est des questions autour du rapport entre le filmeur et les filmés. Comment est-ce que ça s'organise d'abord, comment est-ce que ça se passe ensuite pendant le tournage, puis qu'est-ce qu'il en reste après le film. Ok. Du coup, c'est parti, je commence à répondre à ça. Ouais. Ouais, mais en effet, j'avais commencé à lire rapidement le chat et donc je voyais en effet qu'une des premières questions, ça concernait d'ailleurs le fait qu'il y ait des jeunes filles dans les deux films. Et puis aussi, est-ce que ces rencontres ont été le fruit du hasard ou pas, etc. Donc, alors, en fait, je crois que tout le monde a vu les deux films, c'est ça? À la fois Ce n'est qu'un au revoir et Un pincement au cœur, si j'ai bien compris. Le film que j'ai tourné en premier, en fait, c'est celui que vous avez vu en deuxième, c'est Un pincement au cœur, qui lui était en fait à l'origine une commande. C'est un centre d'art à Paris qui s'appelle le Bal, qui m'a proposé d'aller tourner un film avec des jeunes à Hénin-Beaumont, des jeunes lycéens et lycéennes. Et donc là, en l'occurrence, c'était un groupe qui avait été constitué pour le film par les enseignants à Hénin-Beaumont. Et il y avait au départ une douzaine, une quinzaine de jeunes, parmi lesquels se trouvaient Linda, Irina, Ornella, qu'on voit plus particulièrement dans le film. Donc moi, j'ai pas fait du tout de casting. J'ai travaillé avec ces jeunes-là sur plusieurs mois, tous les 15 jours. J'allais les rencontrer le mercredi après-midi à Hénin-Beaumont. Et puis, on a beaucoup parlé collectivement, tête à tête. Et puis, on a fait des exercices un peu avec la caméra pour un peu s'habituer à être un peu naturel devant la caméra. Et en fait, durant cette période, plus ça allait, plus je me rendais compte que dans ce groupe, il y avait ces deux jeunes filles, Linda et Irina, qui étaient à la fois particulièrement matures, particulièrement généreuses dans leurs paroles,
qui semblait avoir un désir très fort de s'exprimer, de se raconter, et qui en plus avait une amitié très forte et qui était en crise au moment où le tournage approchait, parce que le tournage en fait a duré seulement 2 semaines, dernière semaine de classe de l'année au mois de juin et première semaine de vacances, voilà, pour situer un peu le projet. Et donc j'ai travaillé avec tout le groupe, j'ai filmé tout le groupe, mais c'est ces 2 jeunes filles-là voilà, qui de manière assez évidente, en fait, ressortaient du groupe, parce que effectivement, j'ai vu aussi une question sur le genre, les filles, les garçons, et oui, c'est vrai que même si j'aime pas faire des séparations de genre, j'ai quand même observé, dans les 2 cas, aussi bien pour ce film-là que pour l'autre, que les adolescentes et jeunes filles étaient quand même plus à l'aise avec la parole et avec le fait de se raconter, de parler de leurs émotions, de leur parcours, de leurs sentiments, etc. Là où les garçons étaient un peu plus, étaient un peu plus pudiques ou un peu plus timides par rapport à ça. Et donc, effectivement, j'ai ressenti cette question-là assez fortement parce que moi, j'avais pas du tout au départ l'intention de filmer particulièrement des jeunes filles. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça au départ pour le premier film, et pour le deuxième, cette fois-ci, c'était plus du tout une commande, et c'est moi qui ai eu envie de poursuivre ce travail sur les amitiés à cet âge-là, sur le lycée, et donc là, je suis allé filmer je suis allé dans un lycée qui est très près de là où je vis, dans la Drôme, et j'ai fait savoir que cette fois-ci, j'avais envie de filmer un groupe d'amis de terminale, plutôt interne, parce que je trouvais ça assez beau, les liens qui se créent dans un internat, enfin, c'est des liens presque familiaux qui s'est créés, et ça m'intéressait de filmer à nouveau, en fait, un peu la fin, voilà, la fin de l'année, et le moment où ces liens sont un peu mis à l'épreuve, quoi. Et là, en fait, j'ai passé un peu de temps dans le lycée, le proviseur m'autorisait à assister aux cours, donc c'était très étrange, parce que je me retrouvais au fond de la classe, en cours de philo ou en cours de maths, à assister à des cours comme ça. Enfin, c'était assez amusant. Mais en fait, il y avait plein de jeunes qui étaient intéressés, qui venaient me parler, etc. Mais en fait, personne concrètement ne voulait s'engager vraiment à faire un film. Et je pense que c'était très intimidant comme projet, de mettre un peu sa vie comme ça en jeu dans un film, surtout à une période très chargée de l'année terminale. Et en fait, la bande d'amis qu'on voit dans le film est en fait la seule bande qui a manifesté un désir clair et net de faire le film avec moi, et qui même a formulé le fait que pour elles, parce que c'était essentiellement des filles, c'était très important de garder une trace de ce qu'elles avaient vécu pendant ces quelques années dans ce lycée de la Drôme, et les liens qu'elles avaient créés, et que pour elles, ça avait beaucoup de sens de faire ça. Voilà. Donc, le point de départ des 2 projets, c'est ça, en fait. Et donc, il n'y a pas eu de casting, et j'ai pas délibérément choisi certains jeunes, ou même au-delà même de la question du genre, j'ai pas, par exemple, délibérément choisi des jeunes avec un style plutôt babos, comme la bande des Dioises. C'est simplement ces jeunes-là qui sont venus vers moi. Alors peut-être que le fait que ce soit des jeunes un peu babos explique aussi cela, c'est-à-dire que c'est des jeunes filles qui étaient assez mûres elles aussi, différemment, mais qui avaient un rapport à la parole, au corps. Certaines faisaient de la danse, d'autres du cirque, peut-être aussi un petit peu de théâtre. Enfin, en tout cas, elles étaient assez à l'aise avec la parole et avec le fait peut-être aussi de se mettre un peu en scène. Donc peut-être que c'est pas complètement un hasard que ce soit ce profil-là, comme ça, de jeunes filles qui soient venues vers moi pour le film. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris ce que la vie m'a proposé, en quelque sorte. Et du coup, il y a Sika là, qui pose une question qui enchaîne bien avec ce que tu viens de dire, qui pose des questions de pourquoi est-ce que tu as filmé que dans le cadre scolaire? Pourquoi Ouais. pas le cadre familial ou plus intime? Ouais, alors c'est une très bonne question. Justement, pour le premier film, à Hénin-Beaumont, c'était un peu le contrat entre guillemets, quoi. Le contrat tacite, c'était quand même un projet qui était né dans un cadre scolaire, qui était quand même un peu encadré aussi, entre guillemets, par les profs et tout ça.
et donc assez naturellement, le lycée était un peu le terrain de jeu, voilà, le terrain de jeu naturel du film. Et puis, quand même, il y avait aussi très clairement, mais des deux côtés d'ailleurs, de leur côté et du mien, aussi une forme de pudeur. Enfin, il y avait quelque chose. Linda et Irina, elles n'avaient pas du tout envie que le film s'aventure chez elles, que la caméra s'introduise dans leur maison, etc. Je crois qu'elles avaient vraiment. Je pense que ça relevait presque d'une forme de dignité pour elles. Elles ne voulaient pas qu'il puisse y avoir quelque chose de misérabiliste dans le film, etc. Parce qu'on devine que leur situation familiale, sociale, économique et tout sont compliquées. Et d'une certaine façon, le fait de rester plutôt dans le cadre du lycée et puis après d'en sortir, mais pour des espaces publics, parce que voilà, après on se retrouve dans un centre commercial, on se retrouve sur le terril, enfin on se retrouve dans différents endroits, ou dans le train, ou sur la plage, et c'est toujours des endroits publics. Je pense que c'était très important pour elles que leur vie familiale n'existe que par la parole et soit un peu le hors-champ du film, quoi. Et puis moi, je trouvais ça très, très bien aussi, en fait. Je trouvais ça beaucoup plus sain, en fait, comme rapport. Et c'est-à-dire que d'une certaine façon, le cadre était assez neutre. Et à la fois, dans ce cadre neutre, peut-être qu'elles se livraient, elles étaient d'autant plus à l'aise pour se livrer, quoi. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et pour l'autre film, en fait, dans la mesure où c'était un groupe d'internes, en fait, leurs familles, elles étaient loin. Leurs familles, elles étaient à plusieurs dizaines et même parfois à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, très naturel. En fait, au fond, leur foyer, leur maison, c'était l'internat, quoi. Et c'était ça qui était intéressant aussi. Je filmais, en fait, leur chambre, pour le coup, mais qui était une chambre dans laquelle elles étaient plusieurs. C'était en fait une chambre, un dortoir d'internat. Enfin bon, c'était des chambres de 3-4 lits d'habitude. Et il y avait à la fois quelque chose de très intime dans le fait de filmer dans ces chambres, et à la fois, d'une certaine manière, ça reste aussi un lieu. Alors c'est un peu à la fois un lieu privé et un lieu public. Public dans le sens où c'est un lieu qui est remis en jeu chaque année. Et chaque année, ce sont de nouvelles existences qui viennent s'y dérouler. Et donc en fait, j'ai pas eu du tout l'occasion d'aller filmer dans leur famille. Et c'était pas vraiment le projet du film. Le projet du film, c'était vraiment filmer cette bande pendant ces dernières semaines d'internat. Donc voilà. Et toi, tout à l'heure, tu as parlé de pudeur et puis aussi de cette idée d'un cadre neutre dans lequel, en fait, des choses peut-être plus intimes pourraient arriver. Ça, c'est un aspect important du film. Cette idée comme ça qu'on est à la fois dans une pudeur et en même temps dans une intimité. Et en fait, on en avait déjà parlé. Ça pose, par exemple, d'abord la question de la place de la caméra et du rapport à l'image, au cadre, etc. Il y a par exemple, Maxime qui demande pourquoi ce format d'image, pas le 16/9 ou le cinémascope, mais pourquoi un format plus carré. Et en général, on pourrait étendre à pourquoi pas de gros plans ou très peu, pourquoi est-ce qu'une certaine distance comme ça avec la caméra dans tes deux films. Ouais. Et ben le format 4 tiers, enfin, qu'on appelle un format carré, même si c'est pas complètement un carré, ce format 4 tiers, c'est un format que je trouve que j'aime beaucoup, je trouve très beau. Enfin, il y a tout un pan de l'histoire du cinéma qui a utilisé ce format-là. À Hénin-Beaumont, j'avais un peu l'intuition que ce format permettrait d'un peu se resserrer, se recentrer sur les protagonistes, notamment sur Linda et Irina. Peut-être que d'une certaine façon, même si je ne me le suis pas formulé comme ça, peut-être qu'il y a une forme un peu d'enfermement là-dedans aussi, dans ce cadre d'assez... Ah, avec quelqu'un qui a son micro ouvert. Attention, on entend. Et aucune idée, tu vois, quand je lance l'application. Oui, voilà, faut couper le son. Merci, Voilà. Fabien. Oui, non, je disais que d'une certaine façon, peut-être aussi que ce cadre un peu étroit raconte aussi peut-être une forme d'enfermement, mais ça, je ne pense pas me l'être dit de manière claire avant le tournage. Peut-être maintenant, je peux le dire après le tournage, mais après avoir un peu intellectualisé tout ça. Mais sur le moment, c'était surtout en fait peut-être ne pas insister plus que ça justement sur cet environnement d'Hénin-Beaumont qui d'ailleurs
quand je l'ai découvert, finalement, le film s'est tourné au mois de juin et c'était une période plutôt assez solaire où en fait un peu la tristesse et la dureté de cet environnement urbain d'Hénin Beaumont se sentait moins. Mais je sais que quand j'ai commencé ce projet pendant l'hiver, etc., il y avait vraiment quelque chose de très dur, de très très triste dans cette ville. Et je pense que ce format 4 tiers peut-être me permettait d'être vraiment avec elle, quoi, et moins avec cette ville en quelque sorte. Je pense que je me suis un peu dit ça. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose aussi peut-être d'une certaine façon, Hénin Beaumont, bah, voilà, je pense que tout le monde a en tête le fait que c'est une ville, c'est une des premières villes qui a eu un maire issu du Front National et maintenant du RN. On a beaucoup parlé de cette ville pour ça. C'est une ville qui a été beaucoup filmée aux différents journaux télévisés, etc. Le format de la télévision, c'est toujours le 16/9e. Et je crois que d'une certaine façon, le 4 tiers permettait peut-être de décaler un tout petit peu le regard aussi sur, voilà, là-dessus, sur ce lieu. Et au sujet de l'emplacement de la caméra, parce que par exemple, il y a Lily qui demande, par exemple, comment est-ce que tu as fait pour fondre la caméra dans le décor? Alors évidemment, c'est une manière de parler, mais il y a cette idée comme ça que la caméra, elle se rend pas visible, quoi. On n'est pas Ouais. dans un documentaire où le filmeur participe, est Non. intégré dans l'image. Non, c'est sûr. Alors moi, très clairement, peut-être que certains ou certaines le savent, je viens plutôt d'un cinéma de fiction. Enfin, finalement, je suis venu un peu sur le tard au documentaire, mais j'ai d'abord fait plusieurs films de fiction. Et je pense qu'il y a quelque chose de ce rapport-là à l'image que j'ai hérité aussi peut-être de cinéma de fiction. Par ailleurs, je pense que je fais partie de ces gens qui aussi font des films enfin, comment dire, pour se raconter, mais d'une manière très indirecte. C'est-à-dire que je pense que j'ai jamais été attiré par le fait d'être devant la caméra ou d'être même présent au son dans les films que je fais. Je crois que j'ai toujours eu envie de m'effacer, mais par contre, évidemment, d'être présent dans plein d'autres choix de mise en scène et de récits qui sont faits voilà, tout au long de la fabrication du film. Mais en tout cas, cette forme documentaire qui est enfin, de toute façon, il y a plein de formes possibles au documentaire. C'est vrai qu'une forme assez répandue, c'est le filmeur qui peut d'ailleurs tenir lui-même la caméra, ce qui n'est pas mon cas, ou le filmeur qui peut être en interaction avec les gens qui filment, ce qui n'est pas mon cas non plus. Et ben c'est vrai que ce n'est pas la forme avec laquelle moi je suis le plus à l'aise. Et même, je crois que même en tant que spectateur, bon, en tant que spectateur, je peux aimer des films très très différents, donc je ne vais pas faire de généralité. Mais donc, alors, il y a quelque chose que j'aime énormément, moi, dans le plan fixe et dans ces plans qui ne sont pas des plans très serrés et qui souvent, d'ailleurs, filment les protagonistes à 2 ou 3 dans le même plan. Je trouve que c'est des plans, en fait, qui laissent beaucoup de liberté, déjà au spectateur, parce que le spectateur peut vraiment... comment dire, bah, le regard du spectateur peut vraiment aller chercher voilà, un regard, un geste, un détail vestimentaire, quelque chose dans l'arrière-plan. Enfin, il y a quelque chose que je trouve très, très agréable dans ces plans qui sont un peu larges et qui durent souvent assez longtemps. Je trouve que ça laisse un peu une place au spectateur, quoi. Ça lui permet aussi peut-être même aussi de partir à certains moments dans ses pensées, de peut-être aussi penser à sa propre vie. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose que je trouve assez beau, cette liberté-là qui est donnée au spectateur avec ces plans-là. Et puis je trouve que c'est aussi une mise en scène qui n'est pas très intrusive par rapport aux protagonistes, en tout cas qui leur laisse... en fait, j'ai pas du tout cherché à ce que les protagonistes oublient la caméra, parce que vraiment, après, j'en parlerai peut-être juste après. C'est vraiment un film que j'ai fait en quelque sorte un peu en complicité avec les protagonistes. C'est-à-dire qu'il y a dans les 2 films plein de scènes qui sont des scènes qui peuvent être un peu remises en scène ensemble, ou en quelque sorte presque rejouées ensemble. Dans les 2 films, les protagonistes sont aussi un peu les actrices de leur propre vie, quoi. Elles peuvent... Tu peux en parler dès maintenant parce qu'il y a beaucoup de questions hein, sur cette idée-là, à quel point c'est improvisé, à quel point c'est préparé.
Voilà. Alors, aucun des deux films n'est écrit, absolument pas. Enfin, il y a aucun dialogue écrit jamais. Voilà, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait vient toujours des protagonistes. C'est-à-dire que jamais je leur donne une indication extérieure à elles-mêmes, en quelque sorte. Enfin, jamais je vais leur dire, ah bah tiens, vous pourriez faire ci ou ça. Parce que c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse ou je sais pas quoi. Non, enfin, mais par contre, on se donnait des rendez-vous. Par exemple, voilà, on se disait, bah, demain matin, parce que, bon, en tout cas, pour le film Alain Beaumont, on était un peu sur des temps scolaires, donc on pouvait tourner un peu le matin, après, bon, il fallait qu'elles aillent à la cantine, on pouvait retourner un peu l'après-midi, mais c'était quand même assez contraint. Donc, on se disait, bon, bah, tiens, on va filmer peut-être tel cours, et puis après, on aura 1 heure et demie ou 2 heures de libre. Peut-être on peut aller faire une scène dans la cour de récréation. Alors, à ce moment-là, on se demandait ensemble quel était l'endroit qu'elles préféraient, où elles aimaient bien se retrouver, etc. Donc, par exemple, c'était souvent ce petit escalier, là, un petit peu à l'abri des regards, etc. Et puis là, soit elles étaient, au moment où on tournait, animées par quelque chose, voilà, elles avaient envie de se parler de quelque chose, soit bah, je pouvais leur proposer de reparler de quelque chose voilà, que j'avais entendu la veille ou quelque chose dont elles m'avaient parlé quelques jours plus tôt, je sais pas quoi. Là, par exemple, cette question du déménagement qui revenait tout le temps dans leur conversation, ben, voilà, on pouvait prendre le temps de poser la caméra, elle s'asseyait, on faisait un cadre en 2-3 minutes, et puis elle commençait du coup, un peu, pour nous, pour le film, à reparler de ce déménagement, de ce que ça leur faisait, etc. Et puis très rapidement, en fait, ça devenait voilà, un moment entre elles. Finalement, la caméra bougeait très peu, donc finalement, la caméra, elle savait très bien qu'elle était là, puisqu'on était venus ensemble et qu'on s'était installés ensemble, mais c'est vrai qu'elle n'était pas très présente dans leur espace, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Elle était peut-être à 2-3 mètres d'elle, enfin, voilà. Et donc ça, c'est un exemple, voilà. Donc en fait, la caméra ne cherchait pas à se fondre, la caméra était un peu leur complice en quelque sorte. Et elles étaient un peu, elles jouaient un peu aussi avec la caméra, quoi, voilà. Il y a une part de jeu dans les deux films en fait. Mais bon, de toute façon, ça pose l'éternelle question du documentaire et que je trouve assez passionnante. Mais on sait très bien que la présence d'une caméra, voilà, par nature, agit sur le réel. Et moi, il se trouve que j'ai observé que parfois, de passer par quelque chose qui peut presque s'apparenter à un dispositif de fiction permet en fait, paradoxalement, d'avoir des moments qui sont en fait parfois plus vrais que quand la caméra suit des gens qui sont un peu mal à l'aise, qui savent pas très bien ce que le cinéaste ou la cinéaste attend d'eux, qui peuvent avoir l'impression peut-être que le cinéaste est là un peu à l'affût, à attendre des choses, etc. Finalement presque de construire ces moments ensemble, finalement, permet. Alors, il n'y a pas de règle, hein, mais moi, c'est ce que j'ai observé sur mes films, déjà aussi sur un film précédent qui s'appelait L'île au trésor, permet aux protagonistes d'être en fait assez à l'aise et en fait, souvent d'être plus proche de ce qui serait si la caméra n'était pas là, quoi. Voilà. Bon, voilà un peu pour répondre rapidement à cette question. On pourrait creuser cette question-là aussi, parce qu'il y a Essirassou qui posait la question de ton rapport à la fiction et au documentaire, qui notait que il y avait eu à l'abordage avant qui était une fiction, l'île au trésor qui était un documentaire, et que tu passes de l'un à l'autre, qui voulait savoir qu'est-ce que tu retires comme expérience différente de la fiction, du documentaire, qu'est-ce que chacune des pratiques t'apprend, et puis qu'est-ce qui est important pour toi dans chacun de ces territoires de cinéma, pourquoi est-ce que ça va être de la fiction, ça va être du documentaire, même si on a bien compris que les territoires étaient poreux, quoi. Ouais, bah c'est une très bonne question. Enfin, les deux approches me passionnent et effectivement, comme vient de dire Julien, ces deux approches aussi se mélangent parce que tu parlais d'à l'abordage, d'une certaine manière, est aussi très documentaire. C'est-à-dire qu'à l'abordage, c'est une trame, un récit de fiction, mais construit à partir du vécu, des expériences, de la personnalité des comédiens et des comédiennes pour qui j'ai écrit le film.
Avant d'écrire le film, avant d'écrire les personnages, j'ai eu des échanges, presque, enfin, des entretiens, mais c'était plutôt des discussions assez longues avec chaque acteur, chaque actrice. Et en fait, les personnages se sont vraiment écrits à partir de ce qu'elles m'ont raconté. Et d'une certaine façon, c'est aussi ce que j'ai fait pour les 2 documentaires que vous avez vus. Il y a aussi eu un moment assez tôt dans le processus où j'ai eu des échanges d'1 heure, de 2 heures, comme ça, en tête-à-tête avec chaque protagoniste. Et de cette manière, sauf que dans un cas, ça permettait d'écrire un scénario, et dans l'autre, ça permettait simplement de se connaître et de comprendre un peu ce qui se passait dans leur vie au moment du film. Donc évidemment, là, c'est pas tout à fait le même travail. Après, ce que j'en retire dans les 2 cas, c'est une question pas facile. Non, évidemment que j'en retire des. Enfin, dans les 2 cas, je trouve ça passionnant. Et évidemment que là, il y a quelque chose peut-être d'encore plus. C'est sûr que c'est plus frontal, le documentaire est plus frontal, il y a quelque chose qui passe pas par le filtre de la fiction, et il y a quand même des moments, je trouve, qui sont à la fois très touchants, très troublants, d'intimité comme ça, qui nous sont donnés dans ce dispositif documentaire, même s'il est un petit peu matinée de fiction, mais je mets vraiment la fiction entre guillemets, parce que pour moi, on est complètement dans du documentaire, mais c'est vrai que j'utilise parfois des outils entre guillemets de fiction. Non, je sais pas, je pense pas avoir répondu vraiment à la question, mais non, qu'est-ce qui détermine? Je sais pas, c'est un peu le hasard. Il se trouve que moi, j'ai quand même un rapport assez complexe à l'écriture. Enfin, l'écriture de fiction ne va pas du tout de soi pour moi. J'ai beaucoup de mal à écrire, en tout cas en ne partant pas d'une matière vivante, humaine, réelle, quoi. J'ai écrit en fait quasiment tous mes films de fiction en partant des lieux et en partant des comédiens et des comédiennes qui après allaient jouer dans le film. Je suis pas un cinéaste de l'imaginaire, quoi. Clairement pas. Je suis plutôt un cinéaste du réel, en fait, même dans la fiction. Après, pour autant, je me méfie aussi beaucoup. Je suis pas un cinéaste du réel dans le sens où je suis pas attiré tellement par les sujets de société ou par je sais pas, oui, par les questions trop sociétales ou par les faits divers, etc. C'est pas ça qui m'attire et qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt filmer en fait les personnes, quoi. C'est filmer les personnes, filmer les liens entre les personnes et filmer les lieux, quoi. Enfin, filmer ces personnes dans des lieux, quoi. Et donc, quand je fais des documentaires, il n'y a pas vraiment de sujet comme il peut y avoir dans certains documentaires. D'une certaine manière, le sujet, c'est juste les gens que je filme, et puis c'est tout, voilà. Mais après, c'est parfois une affaire de circonstances. Un pincement au cœur, c'était une commande. Alors, j'aurais pu d'ailleurs faire une fiction avec ce groupe de jeunes, mais pour le coup, quand même, la fiction nécessite un temps d'écriture, nécessite peut-être davantage de moyens techniques et dans une économie très très réduite comme celle qui était celle du projet du bal à Hénin-Beaumont, le documentaire me paraissait le meilleur moyen d'arriver à un film intéressant, quoi. Et puis pour l'autre film, c'est intéressant, pour Ce n'est qu'un au revoir, en fait je suis passé entre les deux par un projet de fiction. J'ai écrit pendant plusieurs mois avec ma co-scénariste un film sur l'adolescence qui se déroulait pendant un voyage scolaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout on avait quand même un traitement d'une 30aine de pages, 40aine de pages. Donc le travail était bien avancé, mais j'avais l'impression qu'il nous manquait l'essentiel, en fait, qu'il nous manquait en fait la connaissance des personnages. Qu'au fond, les personnages nous étaient un peu étrangers et on avait du mal à écrire autre chose que des archétypes de personnages adolescents. Et à un moment donné, ça m'a vraiment gêné et j'ai décidé de mettre le projet dans un tiroir et en fait d'aller faire un documentaire avec des adolescents très proches de chez moi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a donné ce film au lycée de Die. Donc effectivement, voilà, je suis passé par un projet de fiction entre les deux.
on peut peut-être avoir des questions de cinéma plus générales, parce que reviennent beaucoup la question de tes références, surtout cinématographiques, mais un peu littéraires aussi, c'est-à-dire des références. On pose des questions sur des noms déjà, enfin, parce qu'il y a des films, des réalisateurs, etc., que tu as en tête quand tu fais ces films-là. Et puis peut-être aussi il y avait une question sur des méthodes ou les techniques littéraires, parce il y en a plusieurs qui ont noté qu'il y avait des chapitres, par exemple, qu'il y avait un travail de voix off, de différentes focalisations, etc. Voilà, est-ce que tu peux Ouais. nous parler de ça? Ouais, alors moi à l'origine, avant même de m'intéresser au cinéma, je me suis d'abord intéressé à la littérature, c'est vrai. Et quand j'étais très jeune enfant ou très jeune adolescent, si on m'avait demandé de rêver comme ça à un métier et à une pratique artistique adulte, je pense que j'aurais au début plutôt évoqué le fait d'écrire et d'être romancier, etc. Mais ça m'est passé assez vite en fait, parce que pour moi c'était une activité trop solitaire et je pense que j'en aurais été incapable. Et que justement, moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est de faire quelque chose à plusieurs. En fait, c'est l'idée de la rencontre et de la collaboration, etc. Même en documentaire, c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'être plusieurs. Alors, on est un peu moins nombreux qu'en fiction, bien sûr, mais j'ai quand même besoin d'avoir une personne à l'image, une personne au son et tout ça. Mais c'est vrai que, ouais, alors, je sais pas, parce que cette idée de chapitre, peut-être qu'elle est un petit peu littéraire en effet. Alors, bon, pourtant, pour le coup, c'est plutôt une idée de mon producteur, une idée très pragmatique de mon producteur qui lui, s'y perdait un peu entre les différents membres de cette bande d'amis et qui parfois mélangeait un peu les visages, etc. Et qui me disait que c'était important de clarifier un peu les choses. Et puis, de certaine manière, ça nous a beaucoup aidé en fait au montage de faire ça, parce que ça a permis d'articuler comme ça ces chapitres avec justement avec ces voix off. Les voix off, c'est une idée que j'ai eue dès le montage, que j'avais déjà d'ailleurs mise en œuvre dans des films précédents, notamment dans L'Île au Trésor, de manière ponctuelle, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire. Et là, c'est vrai que j'ai senti, presque dès le début du tournage de Ce n'est qu'à ne revoir, que peut-être du fait du groupe qui intimidait un peu plus, ou peut-être aussi voilà, que c'était des jeunes filles qui étaient peut-être un peu plus dans une forme de contrôle d'elles-mêmes, ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai senti assez vite que j'aurais du mal à atteindre le même niveau d'intimité avec elles devant la caméra que celui voilà, qu'on avait eu avec Linda et Rina à Hénin Beaumont, et qu'il fallait trouver un autre dispositif, quelque chose peut-être qui les protège davantage, ou qui soit peut-être plus pudique pour elles. Et, et ce système de voix off a permis voilà, a permis aussi de passer du collectif à l'individuel, en fait. Et c'était tout un travail, en effet, voilà, avec les chapitres, avec les voix off, et de comment passer du groupe au personnage, voilà, au protagoniste, et puis de nouveau au groupe, et que ce que racontent en fait les personnages en voix off finalement résonne aussi sur l'ensemble du groupe, et que même à certains moments, peut-être certains membres du groupe semblent presque incarner une personne qui est évoquée dans la voix off, que ça soit le père, par exemple, de Nours, ou que ça puisse être, par exemple, la sœur disparue de Diane, ou quand Aurore parle de sa maman, et ben en fait, on voit justement le groupe qui semble être un peu l'antidote à la solitude qu'elle ressentait en tête-à-tête avec sa mère. Enfin bon, voilà, donc ça nous a permis toute une écriture comme ça qui était assez passionnante, et qui permettait, mais c'était un travail très complexe de montage. C'était un film beaucoup plus compliqué à monter qu'un Pincement au cœur. Pincement au cœur, c'était finalement assez, je dirais pas limpide, mais presque au montage. Ce n'est qu'à ne revoir, le film est beaucoup plus construit, et donc voilà, il a fallu passer par plus de détours pour arriver à une forme finalement, j'espère, qui finalement assez simple au final, mais il a fallu construire davantage les choses. Ouais, ça c'est une idée. On en avait déjà parlé. Moi, je parlais de Hergé, hein, comment le dessinateur, le créateur de Tintin, comment est-ce que quand
quand il travaille Tintin, quand on voit ses planches originales, il y a énormément de traits, c'est très dynamique, très brouillon. Et à la fin, il choisit un trait et ce sera le trait du corps de Tintin, etc. Et que je trouvais que là, ces films-là que tu faisais, il y avait une forme d'épure, une forme d'apparente simplicité, mais qui en fait, en dessous, il y avait tout un travail de bouillonnement. Et évidemment, j'avais en tête que ce bouillonnement, tout ce travail comme ça de sélection du bon trait parmi la multitude de traits possibles, ça se fait au montage. Donc, tu as déjà un peu répondu à la question, mais c'est une question qui est apparue plusieurs fois aussi sur comment tu as travaillé au montage. Et puis aussi, on me posait la question de comment tout ça avait pu évoluer entre le projet de départ et puis le film d'arrivée. Par quoi est-ce que tout ça était passé? Donc, tu disais que voilà, que Un pincement au cœur était simple, enfin plus simple que Ce n'est qu'un au revoir. Mais alors, du coup, est-ce que tu peux parler de cette difficulté ou cette complexité de Ce n'est qu'un au revoir? Ouais. Bah, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette image-là de la bande dessinée, d'Hergé, de la ligne claire, etc. Et qui passe en effet par du griffonnage, voilà, plusieurs traits pour en choisir un. Ça me parle beaucoup de cette manière parce que déjà, je suis assez sensible à la question de la ligne claire et en effet, j'aime bien arriver au bout du travail à quelque chose finalement d'assez net et d'assez limpide. Mais en effet, ouais, comment dire, en tout cas d'arriver à contenir tout le foisonnement du réel dans un trait assez net, quoi. Je ne sais pas comment dire, parce que ça n'enlève pas pour autant la complexité des choses, mais en tout cas en termes de mise en scène, etc., voilà, les choses sont assez précises et assez nettes, mais elles ne l'étaient pas forcément au tournage. C'est en effet tout un travail de montage pour arriver à ça, quoi. À clarifier en quelque sorte et à trouver tout simplement aussi la ligne du film, le sens du film. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait à deux avec ma monteuse Paola, qui a monté d'ailleurs les deux films. Alors, dans ta question, c'était quoi, Julien? Pardon. Sur le mouvement, est-ce qu'il y a un mouvement comme ça entre le projet de départ, les moments où tu tournes et le moment où le film est terminé? Est-ce qu'il y a le chemin en fait, est-ce que ça t'a emmené vraiment loin du départ? Alors non. En fait, ce qui est assez troublant, c'est que à plein de moments, j'étais très perdu pendant le tournage et je me demandais un peu ce que tout ça allait donner. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'en fait, en relisant par exemple ma note d'intention quelques mois plus tard, je me suis dit, mais en fait, tout y est, quoi, d'une certaine manière. Mais c'est comme si je l'avais oublié en chemin, quoi. Mais que j'étais retombé dessus quand même, en fait. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas si éloigné que ça de ce que j'imaginais que pourrait être le film au final. Mais c'est passé par... c'est comme si au premier jour de tournage, j'avais tout oublié. Et que le film se construisait vraiment à tâtons, quoi. Donc c'était pas du tout un travail à me dire, ah ouais, ok, donc j'avais mis ça dans ma note d'intention, donc ça, il faut que je fasse une scène qui puisse raconter ça, et puis une scène... Non, ça s'est pas passé comme ça, quoi. Ça s'est passé vraiment, c'est comme si les scènes venaient du quotidien des jeunes, quoi. Et le film s'inventait au jour le jour, en fonction un peu de leur vie, quoi. Mais finalement, j'avais des intuitions de départ qui étaient finalement assez justes. Et d'ailleurs, même les jeunes elles-mêmes, en fait, c'est ça qui était beau, avaient finalement un peu une intuition de ce qu'allait être le film, parce que par exemple, deux des jeunes filles de Ce n'est qu'un au revoir, Aurore et Nours, m'avaient envoyé un SMS 2-3 jours avant le tournage, en me disant, ouais, on a beaucoup parlé ensemble du film qu'on va faire ensemble, et on a vraiment l'impression que le film va parler de la perte, parce que on a l'impression que c'est vraiment ça qui est au cœur de nos vies en ce moment, qu'on a toutes perdu quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs, ou qu'on s'apprête à perdre quelque chose ou quelqu'un. Elles étaient un peu obsédées par cette question de la perte, et ça c'était avant le tournage, et en fin de compte je pense que le film parle vraiment de ça, en fait, de la perte, que ce soit évidemment la perte de cette vie un peu presque de cette utopie un peu collective dans cet internat, de cette vie de bande, etc. Mais aussi évidemment la perte d'un lien familial avec le père, la mère, la sœur, enfin bon, et puis la perte de la jeunesse, la perte de l'insouciance, la perte de plein de choses en fait, la perte peut-être de la liberté, enfin d'une certaine forme de liberté.
donc ça, c'est quelque chose qu'on avait un peu en tête juste avant le tournage. Et finalement, je pense que c'est dans le film au final, quoi. Donc c'est Ça, un ça peu... répond à la question de Sophia qui insiste un peu sur la question de qu'est-ce que tu as voulu transmettre, ou quel était l'objectif que tu avais pour faire le film. Et puis on pourrait élargir ça, même en fait, d'où vient le désir, en fait, même sans parler du sujet ou du discours. C'est en fait, au départ, pourquoi d'un seul coup tu as envie de faire ce film-là, quoi. Ouais, bah, de toute façon, c'est assez mystérieux. Euh, D'une certaine façon, moi, je suis assez convaincu que, bon, peut-être j'exagère un petit peu, mais on peut presque faire un film intéressant dans n'importe quel lieu et peut-être presque avec n'importe quelle personne ou n'importe quel groupe de personnes, et qu'après, c'est vraiment une question d'attention, de regard, d'écoute, de curiosité, de temps et tout ça. Euh, bon, il se trouve que je pense que filmer l'adolescence, la jeunesse, ouais, ça me touche pour plein de raisons. Peut-être la raison la plus évidente, la plus facile étant que j'ai le sentiment très fort de ne pas avoir vécu pleinement la mienne d'adolescence et de jeunesse et de ne pas avoir connu cette intensité d'amitié, cette espèce de cocon comme ça d'une bande quand j'étais au lycée, et que peut-être de certaine manière j'ai un peu envie aussi de vivre ça par procuration, ou en tout cas j'ai une curiosité pour ça. Il y a aussi le fait que j'ai moi-même des enfants et que notamment une fille aînée, et que j'ai et peut-être que finalement la vie m'a bien orienté, m'a bien guidé voilà, vers ces adolescentes, et que c'est une façon peut-être aussi peut-être de comprendre aussi certaines ce que va vivre aussi dans quelques années ma fille. Enfin bon, il y a peut-être mais non, et puis je pense que je suis un peu aussi depuis longtemps en fait un peu habité par la question de la, de la finitude des choses, quoi, justement cette question de la perte, moi aussi. Et c'est ça qui, d'ailleurs, qui est très beau, c'est que, en fait, moi, ce qui me passionne dans le documentaire, c'est que je trouve qu'on a l'impression qu'on filme les autres, la vie des autres, et qu'en fait, à un moment donné, c'est comme si on avait besoin de passer par la vie des autres pour finalement atteindre quelque chose de sa propre vie, quoi. Et en fait, que, que les deux films en fait sont très personnels, alors qu'on m'entend jamais, qu'on ne me voit jamais, que je parle pas de moi. Mais en fait, les films, au fond, ils parlent de moi. En tout cas, ils parlent d'une émotion, d'un sentiment qui m'appartiennent en quelque sorte. Enfin, en tout cas, c'est comme si à un moment donné, il y avait quelque chose qui se croisait, qui se rejoignait entre les émotions de ces adolescentes et puis quelque chose de ma vie à moi, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Il y a une question qui revient un peu plus générale et que tu as un peu mis de côté sur la question des influences. On a parlé Ah oui, au niveau cinéma, alors, parce qu'il y a même ouais. Marina qui cite carrément la nouvelle vague, qui veut savoir où ça se place pour toi dans ton cinéma, la nouvelle vague, et puis en général, quelles sont tes références de cinéma quand tu travailles sur ces films-là? Ouais, bah alors, déjà, bah, bon, il y a des cinéastes qui ont compté pour moi dans ma vie plus que d'autres, qui sont pas d'ailleurs nécessairement des cinéastes de documentaire, hein. Moi, les cinéastes qui ont une grande importance pour moi, enfin, c'est pas forcément un scoop parce que j'en parle souvent, mais des gens comme justement, oui, comme Éric Rohmer, Jacques Rosier, Maurice Pialat, ou même Jean Eustache et tout, donc des cinéastes de la nouvelle vague ou de la post-nouvelle vague. Enfin, c'est plus ces gens-là d'ailleurs que Godard ou Truffaut ou Chabrol ou Rivette. Enfin, c'est plutôt un peu ce courant-là de la nouvelle vague. Et puis, bon, il y a plein d'autres cinéastes qui ont compté pour moi, bien sûr, mais aussi, aussi beaucoup la comédie américaine. Moi j'adore la comédie américaine des années 2000, 2010. Les films produits par Judd Apatow, les films réalisés par les frères Farrelly, etc. Et de certaine manière, il y a un peu un croisement improbable peut-être entre
Passe ton bac d'abord de Piala et certains teen movies américains que j'adore. Bon, même si c'est souvent des films plutôt sur des garçons, enfin, il y en a aussi sur des filles, mais les plus connus sont plutôt sur des garçons, comme Super Grave ou des films comme ça. Mais d'une certaine manière, même si ça n'a en apparence rien à voir, je pense que j'étais content de faire d'une certaine manière des teen movies, quoi. mais bon, voilà. Mais en documentaire, j'essaie de réfléchir qui a vraiment beaucoup compté pour moi. Je pourrais citer des films comme ça qui m'ont beaucoup marqué à différentes étapes de ma vie. Par exemple, le film très connu de Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin. Il y avait un film qui m'a marqué aussi, mais qui a plus été une influence pour L'île au trésor, qui s'appelle Les hommes le dimanche de Richard Siodmak et peut-être d'ailleurs Billy Wilder. Enfin, je crois que c'était leur période allemande avant leur exil en Amérique. Et c'était un film qui mêlait vraiment documentaire et fiction parce que il s'intéressait à un lac des environs de Berlin le dimanche. Et c'était un peu toute la vie qui se déroulait autour de ce lac l'été. Mais ils prenaient carrément des énormes libertés avec le réel parce qu'ils avaient carrément introduit des personnages de fiction dans leur récit et tout ça. Mais ce qui était le plus beau dans le film, c'était pas la fiction, c'était le documentaire. Tout comme d'ailleurs, par exemple, dans un autre film que j'adore, qui est Ce cher mois d'août de Miguel Gomez, qui lui aussi d'ailleurs mélange le documentaire et la fiction. C'est un film qui se passe un peu dans les montagnes du nord du Portugal au mois d'août. Dans les balles, les rivières, etc. Et là aussi, dans ce film-là, ce que je préfère, c'est la partie documentaire, en fin de compte, plus que la partie fiction, même si le mélange m'intéresse. Après, j'avais été assez marqué, mais après, pour le coup, ça n'a rien à voir dans la forme, parce que lui, justement, il se met complètement en interaction avec les protagonistes. C'est un film qui s'appelle Le voyage à la mer de Denis Gerbrandt, et puis aussi un autre film qui s'appelle et la vie, je crois, je ne sais plus. Voilà, après, j'en oublie sûrement plein, quoi. Mais après, il y a aussi des films qui m'ont aidé à réfléchir, mais qui ne m'ont pas forcément influencé, quoi. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que je sais par exemple, mais c'était pas tellement pour ces films-là, mais quand j'avais fait L'île au trésor, par exemple, je m'étais aussi positionné par rapport au cinéma de Wiseman, en me rendant compte qu'à l'évidence, je labourais pas du tout le même terrain que lui, quoi, qu'on n'avait pas la même recherche, et que lui, là où il cherchait, enfin, voilà, pour simplifier à l'extrême, à raconter le fonctionnement d'institutions, moi je cherchais plutôt à filmer l'intimité, quoi, voilà, et les émotions, quoi. C'est ce qui est évidemment pas la même approche, quoi. Enfin, là où lui peut-être est plus dans une approche un peu objective des choses, enfin, même si ça se discute, moi je suis dans une approche peut-être très subjective, enfin je sais pas. Mais voilà, après on rentre dans des discussions complexes sur le documentaire. Non, moi, je suis d'ailleurs pas un spécialiste. Il y a un film de Wiseman qui s'appelle Central Park qui est pas si loin de ton cinéma en fait, même s'il y a toujours cette limite, je suis d'accord, entre le sensible, l'émotion, l'intime et puis la structure. Wiseman. Et bien justement, c'est marrant que tu parles de ce film parce que c'est justement le film par rapport auquel je me suis positionné, mais plutôt en Plutôt de contre. l'autre côté. Ouais, Ouais. plutôt de l'autre côté. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est loin d'être son meilleur film, à mon avis. Enfin, Ah ouais. bon, mais bon. Peut-être pour terminer avec cette histoire de fiction documentaire sur laquelle on ne fera jamais le tour, mais il y a quelqu'un qui pose la question de est-ce que du coup, tu en as terminé avec la fiction? Alors, pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, j'espère pas. Et là, au moment où je vous parle, tous les projets que j'ai en tête sont des projets de fiction. J'ai pas de projet documentaire pour l'instant. Voilà. Donc, après, parfois, le documentaire peut avoir le mérite aussi d'être une forme plus légère, plus économiquement plus simple à mettre en œuvre. Et donc, il m'est arrivé aussi de faire des documentaires parce que des projets de fiction étaient trop chers ou prenaient trop de temps. Et typiquement, L'île au trésor, c'est un film que j'ai fait
quelques mois après avoir mis de côté un gros projet de fiction que j'arrivais pas à faire produire. Donc le documentaire peut avoir cette vertu-là pour moi aussi de continuer à faire des films un peu régulièrement. Donc peut-être que je ne vais pas réussir à faire mes films de fiction et que je referai un documentaire, mais en tout cas là, mon désir aujourd'hui est plutôt du côté de la fiction. Il y a une question que je trouve, on va voir si c'est intéressant. Il y a Juliette qui demande, est-ce que tu as été surpris par certaines choses durant le tournage? C'est peut-être, je pense qu'on est surpris dans n'importe quel tournage, mais en documentaire, on cherche peut-être plus ça qu'ailleurs. Est-ce que toi, on a beaucoup parlé de comment tu travaillais en amont avec les filles avec qui tu as tourné, des idées que tu avais, etc. Donc, en fait, l'aspect, on va dire, maîtrisé de ton travail. Est-ce qu'il y a, Mais c'est complètement illusoire. Enfin, ouais. justement, il faut pas se méprendre. Mon travail n'est pas du tout maîtrisé, mais vraiment pas du tout. Peut-être Ouais. qu'il donne l'impression de l'être au final, et tant mieux de certaine manière, mais je ne maîtrise rien quand je fais le film. Vraiment, j'ai l'impression d'être un aveugle enfin pas d'être un aveugle parce que je regarde quand même les choses, mais en tout cas j'ai l'impression vraiment d'être complètement à tâtons, quoi. Voilà. Et c'est pas parce que on fait les choses de manière un peu, enfin, comment dire, un peu en complicité avec les protagonistes, les participants et tout, que c'est maîtrisé. Et comment dire. Mais en tout cas, est-ce que j'ai été surpris alors oui, bien sûr. Dans un pincement au cœur, j'ai été extrêmement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Linda et Irina se livrent de cette manière-là devant la caméra, à la fois avec cette générosité-là, mais aussi finalement cette clarté-là, enfin, et qu'il puisse y avoir des scènes comme celles qu'il y a dans le film qui tiennent dans la durée et qui vont quand même assez loin dans, dans l'exploration de leurs émotions et de leurs empêchements et de tout ça. De leurs blessures et tout ça. J'étais très surpris, bien sûr, jusqu'à cette scène d'ailleurs qui m'a carrément presque à la fois complètement saisi et presque un peu glacé, quoi, qui est la scène au centre commercial où je suis témoin en quelque sorte de mots très durs qu'elles se disent l'une à l'autre. Enfin, c'est plus d'ailleurs Irina qui les dit à Linda. Et là, évidemment, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais d'ailleurs très, très embêté que la caméra soit témoin de ce moment-là et que d'une certaine manière, j'en sois un petit peu responsable aussi, puisque sans doute que si la caméra n'avait pas tourné à ce moment-là, peut-être que cette discussion, elle l'aurait eue, comme elles me l'ont dit, elle l'aurait eue peut-être 2 jours plus tard ou une semaine plus tard, peut-être pas à ce moment précis, quoi. Donc oui, j'étais surpris, bien sûr. Et puis sur l'autre film... oui, j'étais surpris parce qu'au début, je sentais que c'était pas évident d'ailleurs, de rentrer dans les chambres comme ça. En plus, bon, ce qui est très troublant pour moi aussi à chaque fois, c'est de me dire, en fait, non seulement moi, je suis un homme de plus de 40 ans, mais même en plus, il se trouve que mon chef opérateur et mon ingénieur du son sont aussi des hommes de plus de 40 ans, et d'être finalement, de recevoir cette confiance-là et qu'il puisse y avoir ce rapport finalement très sain et très simple avec des adolescentes, c'est assez, oui, ça m'étonne. Enfin, et c'est surtout cette confiance-là aussi de leur part, c'est quelque chose qui à chaque fois m'étonne, quoi. Moi, je me demandais comment on allait arriver à filmer leur chambre d'internat, enfin, qui sont des endroits auxquels finalement très très peu d'adultes ont accès. Puisque voilà, leurs profs et leurs parents n'y ont, pour ainsi dire, jamais accès, et que donc c'était vraiment une espèce de privilège qu'elle nous accordait, quoi. Donc ça, par exemple, ça me surprend. Et je me souviens que le premier soir, on a filmé dans le couloir de l'internat. D'ailleurs, on le sent, la caméra est quand même filme un peu à travers l'embrasure de la porte, à travers l'encadrement de la porte. La caméra a un peu une forme de timidité, quoi, par rapport justement à ce seuil symbolique de la chambre et tout ça. Et puis en fait, quand même, les jours qui ont suivi, et puis au fil des semaines, il
il y a quand même une espèce de confiance qui s'est tissée, même si en effet la caméra ne s'est jamais approchée très près d'elle. Ça, je pense que c'était voilà, une distance qui, moi, me semblait juste, qui correspondait en fait au rapport qu'on avait, qui n'était pas un rapport non plus c'était pas un rapport d'amitié entre nous, enfin, c'était un rapport de travail. Il y avait une confiance, mais je pense que cette distance-là était juste, la distance aussi entre leur âge et le mien. Voilà. Mais j'étais quand même très surpris voilà, qu'au final, elles me donnent tout ce qu'elles m'ont donné et qu'elles se livrent de cette manière-là, même si c'est passé plus finalement par les voix off, elles m'ont quand même livré des choses très belles, quoi. Donc, en fait, je suis toujours surpris, oui. En fait, en documentaire, je suis toujours surpris d'avoir un film au bout, quoi, et d'avoir un film qui paraît finalement assez cohérent et assez plein au bout, parce que ouais, je fais des films qui ne sont pas du tout écrits à l'avance, donc j'ai toujours l'impression que pendant une grande partie du tournage, qu'il n'y a pas de film, en fait. Et mon producteur, le pauvre, je lui répète, je lui dis, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un film, je ne suis pas sûr qu'il y ait un film. Et puis il me dit, si, tu verras, il y a toujours un film au bout. Du coup, la plus grande surprise, c'est le film lui-même, quoi, en fait, pour toi. Exactement, ouais. Et puis la plus Mais grande surprise encore, c'est aussi peut-être la plus grande surprise, c'est éventuellement même l'accueil qui est fait au film, quoi. C'est-à-dire que le film puisse aussi toucher les spectateurs, et alors même que finalement, ça parle de choses très simples. Et je me souviens par exemple que sur un film comme L'île au trésor, ça m'avait beaucoup troublé de voir des spectateurs en larmes à la fin du film, alors que à la fin du film, on voyait juste deux petits garçons qui grimpaient une colline. Ouais. Et en fait, je réalisais mal qu'en fait, il y avait aussi toute une projection du spectateur qui projette aussi des expériences de sa propre vie sur voilà, enfin, dans l'espace que le film lui offre, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est parce que toi tu parlais du fait que ces films-là t'étaient très personnels et combien en fait ils étaient comptables de ta subjectivité, de tes émotions et tout. Et en fait là il y a cette autre couche dont tu parles, c'est-à-dire qu'en fait on fait un film à partir de soi et en fait ça rencontre des imaginaires et des émotions chez des autres, quoi. Donc ça c'est On fait un film à partir des autres avec sa sensibilité ouais. et qui croise ma vie et qui après va en rencontrer d'autres, quoi. Et du coup, Celle des spectateurs. Du coup, ça recroise une question qui sera peut-être la dernière, parce qu'il est déjà, Ouais. ça fait déjà 1 heure, donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a cette dernière qui, justement, du coup, comment est-ce que les filles que tu as filmées ont reçu le film, puisqu'on parle de la réception, etc. Est-ce que ça leur a plu? Il y a Baya qui met l'hypothèse que peut-être ça a eu même presque un effet presque thérapeutique. Et je sais que et peut-être aussi tu pourras justement parler de la fin de Un pincement au cœur et de comment Ouais. toi, tu reconstruis quelque chose qui en fait par rapport au réel. Oui, bah alors sur la dimension thérapeutique, je pense que il y a quelque chose de cet ordre-là pour Un pincement au cœur et donc pour Linda et Irina. Parce que ça, elles me l'ont dit. Enfin, moi, c'est surtout avec Linda que je suis resté en contact, donc c'est plus Linda qui m'en a parlé, mais du fait que le film en fait les a aidés à aller au bout de conversations que elle, par exemple, avait tendance à éluder tout le temps, et que notre présence, la présence de la caméra, les a forcés aussi à finir leurs phrases et en quelque sorte à gratter quelque chose et à comprendre quelque chose de leur amitié, de leurs besoins l'une et à l'autre, et en fait les a fait grandir, quoi. Alors c'est évidemment pas que le film, c'est aussi la vie tout autour, mais en tout cas pour elles, elles ont été extrêmement heureuses quand elles ont vu le film, d'autant qu'en effet j'avais pris une liberté avec le réel, c'est-à-dire que j'avais en fait inversé 2 séquences. J'avais pas voulu finir le film sur cette scène au centre commercial que je trouvais vraiment beaucoup trop dure et désespérante. Et j'avais fait le pari voilà, que peut-être j'avais fait le pari inconsciemment qu'elles allaient se réconcilier et que cette rupture n'était pas définitive. Mais toujours est-il que donc j'ai fini sur cette scène à la plage. On sent quand même encore que la blessure est à vif, mais il y a quelque chose aussi d'un petit peu comme un rêve, quoi, comme quelque chose d'un peu irréel. Et en fait, il se trouve que c'était
assez juste par rapport à la réalité, puisqu'en fait, j'ai su quelques mois plus tard qu'elles avaient complètement dépassé cette crise et qu'elles étaient plus proches que jamais. Donc j'étais content d'avoir fini le film de cette manière-là, en fait. Euh, comme quoi, voilà, c'était un exemple où finalement presque un montage de fiction qui réinventait un peu le réel, finalement, était plus juste que si si je m'étais interdit de façon un peu dogmatique de toucher au réel et que j'avais fini sur la dispute, bah, je pense que quand elles auraient vu le film, ça leur aurait fait mal, quoi, et ça aurait été un peu... voilà. Non, et les filles de Ce n'est qu'un au revoir, elles sont contentes du film, elles ont aimé le film, elles l'ont toutes vu plusieurs fois, etc. Après, je pense que le film a eu moins d'importance dans leur vie. Peut-être aussi, peut-être elles étaient plus construites déjà, elles avaient déjà 18 ans, enfin, donc je pense que ça n'a pas eu le même impact. Mais en revanche, je pense que peut-être c'est quand même une trace qui sera importante et que je pense que quand elles le verront dans 10 ans ou 20 ans, je pense que ça comptera pour elles, quoi. Et en revanche, ça a beaucoup touché leurs parents. Peut-être plus qu'elles, en fait, voilà, directement. Voilà. Ok, bah, j'ai l'impression qu'on a fini, c'est ça, Virginie? Bah, écoutez, oui, merci Guillaume, parce que vous avez été tellement généreux et vous nous avez tellement bien parlé de votre travail que je pense que vous voulez peut-être aussi maintenant un peu vous reposer. Merci d'avoir. Bah non, merci beaucoup à vous. Et puis, Non, non, et merci merci à Julien, puis merci voilà, pour toutes ces questions aux étudiants et aux étudiantes. Voilà. Merci, monsieur. C'est super. Merci. Julien, merci aussi beaucoup pour cet Mais- échange, c'était formidable. Et merci à Claire aussi, qui, euh, qui a sa caméra coupée, mais je pense qu'elle nous entend. Ça y est, je Oui, pense qu'elle avec va plaisir. réapparaître. Et Merci. merci beaucoup. Pour les étudiants, donc, je vais vous laisser un peu tranquille ce week-end. Et puis, la prochaine rencontre aura lieu lundi prochain à 18h30 avec Hélène Milano pour son documentaire Château Rouge. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au Merci revoir. Guillaume. Bonne journée. Au Salut, revoir. salut, Au salut revoir. Julien. Au revoir. Merci Guillaume, Merci. merci Au Julien. revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Hop là. Merci, au revoir.